Les inégalités éducatives correspondent à des distributions inégales de ressources éducatives et en fait potentiellement à des différences de performance scolaire, que ce soit en termes de notes, de différents apprentissages ou de diplômes qu'on peut atteindre. Ces inégalités, elles sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont se matérialiser dans plusieurs domaines, que ce soit la qualité des écoles auxquelles on peut avoir accès, le diplôme qu'on peut atteindre, ou encore les rendements de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir sur le marché du travail à partir de son diplôme. Et ces rendements de l'éducation peuvent être différents pour différents individus selon, par exemple, leur origine sociale. Ces inégalités, elles peuvent être multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles trouvent leur source dans de nombreuses caractéristiques individuelles. Ça peut être la profession des parents, la classe sociale, le lieu de naissance de l'individu, son statut migratoire ou encore son genre. Une caractéristique qui est particulièrement structurante pour les inégalités éducatives, c'est leur caractère cumulatif. Et effectivement, on a des inégalités qui vont émerger au sein des familles, mais qui vont ensuite interagir avec les différents accès aux ressources éducatives auxquelles les individus vont avoir accès, la qualité des écoles, la qualité de l'environnement scolaire, et ça va se matérialiser dans des différences d'acquis scolaires entre les individus. Ça va aussi potentiellement donner lieu à des différences de traitement entre les élèves, par les enseignants ou par les institutions scolaires, à des différences d'orientation de ces élèves, et donc à terme à des différences de diplôme. Donc il faut avoir à l'esprit que l'éducation, l'interaction entre l'éducation et les inégalités a été vue de deux manières différentes. D'abord comme l'éducation qui jouerait le rôle de grande force égalisatrice, qui permettrait justement d'égaliser les destins des individus qui se forment à l'école, ou alors alternativement comme l'éducation qui est le principal vecteur et le principal moteur de la reproduction sociale. Avec cette idée sous-jacente que en fait, l'école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent. On peut citer deux familles de modèles théoriques qui ont lié l'éducation et les inégalités. La première, c'est la théorie du capital humain, qui a notamment été développée par Gary Becker et par Theodore Schultz. Cette théorie, en fait, présente l'éducation comme un investissement individuel. Et là, les gens prennent une décision rationnelle, et cette décision rationnelle est celle de s'éduquer dès lors que ça va permettre d'améliorer leur productivité. Et donc, aller à l'école améliore sa productivité et permet d'avoir des rendements éducatifs, donc des retours sur investissement, avec un salaire plus élevé, notamment du fait de cette éducation supérieure. À l'inverse, on a une deuxième famille de travaux, donc les travaux notamment menés par Kenneth Arrow sur la théorie du filtre et par Michael Spence sur la théorie du signal, qui, eux, prennent comme présupposition que les individus ont une capacité, un talent préexistant. Ici, ils font l'hypothèse d'informations imparfaites entre les employeurs qui veulent recruter des individus et les candidats potentiels sur les emplois, dont ils ne sont pas vraiment capables de mesurer parfaitement l'habilité ou la capacité, la productivité. Et donc, ainsi, le diplôme va servir à justement signaler, pour la personne qui s'éduque, à signaler sa capacité intrinsèque préétablie. Et le diplôme n'est ici pas vu comme une manière d'améliorer sa productivité, mais une manière de signaler à l'employeur une productivité plus élevée. Une deuxième contribution que les économistes ont pu apporter est sur le champ empirique, et notamment en développant un certain nombre d'outils de mesure des inégalités. Une des manières qui a été utilisée pour mesurer les inégalités scolaires notamment, mais pas seulement, c'est la mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire le lien entre quelque chose qu'on peut observer chez les parents et quelque chose qu'on peut observer chez les enfants. Par exemple, la classe sociale des parents avec le niveau de diplôme atteint. Sans viser l'exhaustivité, on peut tracer quelques grandes lignes de l'état des connaissances sur les inégalités éducatives. D'abord, commençons par l'origine sociale, que l'on peut notamment mesurer par la catégorie socio-professionnelle des parents. Et celle-ci est fortement associée à des différences de réussite scolaire et de performance scolaire. Par exemple, en France actuellement, parmi les enfants de cadres et de professions supérieures, 4 sur 5 parviennent à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est le cas de seulement un enfant d'ouvrier sur 3.
Et donc, on a une probabilité qui est 2 fois plus élevée pour les enfants de cadres d'atteindre un diplôme du supérieur que pour les enfants d'ouvriers. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça peut paraître une différence élevée, ce ratio était plutôt de 1 à 30, donc 30 fois plus de chances pour les enfants de cadres et de profession supérieure d'atteindre un diplôme du supérieur au milieu du XXe siècle. Une massification scolaire a eu lieu donc, en France et partout à travers le monde, c'est-à-dire que le niveau moyen d'éducation a fortement augmenté. C'est le cas notamment pour le primaire, donc l'enseignement primaire est devenu quasiment universel à travers le monde. C'est aussi le cas dans l'enseignement secondaire et dans une moindre mesure dans l'enseignement supérieur. Toutefois, la compétition scolaire en fait s'est plutôt reportée vers l'enseignement supérieur, où les places sont devenues un peu plus chères. Donc ça c'est vrai à l'université, mais pour le cas français, c'est encore plus vrai dans les grandes écoles, dont on sait que l'admission est fortement déterminée par le berceau où on est né, si je puis dire. Pour ce qui est des inégalités selon le genre des écoliers, on sait que le niveau d'éducation a longtemps été plus élevé pour les garçons que pour les filles dans le monde entier. Mais cela s'est retourné dans pas mal de pays au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en France, notamment, depuis plus de 50 ans, les filles sont déjà plus nombreuses à être diplômées du baccalauréat, et elles sont à présent plus nombreuses aussi dans les études supérieures. Néanmoins, on trouve que les femmes sont moins représentées dans les filières les plus sélectives, et notamment dans celles qui sont liées à une sélection aux mathématiques, comme les écoles d'ingénieurs. Enfin, la recherche a pu montrer que les inégalités éducatives émergeaient en fait à des âges très jeunes, et notamment on peut observer des inégalités au moment du développement du langage, mais aussi des premiers mouvements, donc du développement psychomoteur, et aussi en fait sur le babillage, c'est-à-dire le fait que les bébés prononceront areux d'une manière plus ou moins vive et diversifiée. Et on a pu voir que la période de développement fœtal, donc le in utero dans le ventre de la mère pendant la grossesse, est aussi une période critique pour le développement de ces inégalités. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ces inégalités qui émergent très tôt sont ensuite très difficiles à rattraper et à compenser. Et on parle aussi de complémentarité dynamique des apprentissages, c'est-à-dire que les apprentissages un peu plus tardifs sont dépendants des apprentissages et de la réussite des apprentissages qui a été faite plus tôt. L'ensemble de ces constats d'inégalité éducative mène à la question de l'égalité des chances. Et la théorie de l'égalité des chances a été développée initialement à partir de la pensée de John Rawls, donc, qui écrit en 1971 son livre A Theory of Justice. L'idée de la théorie de l'égalité des chances, c'est une approche qu'on appelle compatibiliste, c'est-à-dire qu'on veut à la fois respecter le déterminisme social, l'existence de ce déterminisme social qu'on a pu observer, mais en même temps la possibilité d'un libre arbitre, la possibilité d'avoir le choix et d'exercer une forme de contrôle sur son destin. De là découlent 2 principes. Le premier principe qui est le principe de compensation, qui signifie que toutes les circonstances, notamment les circonstances sociales, notre origine sociale, et les résultats qui sont liés à ces circonstances doivent être compensés. Le deuxième principe est le principe de récompense, et celui-ci indique que les différents efforts des individus doivent être récompensés. Donc il faut ainsi distinguer ce qui relève des circonstances sur lesquelles les individus n'ont aucun contrôle, comme leur genre ou leur sexe à la naissance, leur origine sociale, le lieu où ils sont nés, de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire ce qu'il leur reste comme libre arbitre pour pouvoir atteindre leur destinée, les efforts qu'ils peuvent mettre pour réussir leur scolarité. En parallèle de cette théorie sur l'égalité des chances, a émergé le concept de méritocratie. Donc cet idéal méritocratique imprègne beaucoup de discours politiques, mais aussi trouve son adhésion dans la société. Les différentes enquêtes sur les valeurs qu'on peut mener en Europe, mais en fait à travers le monde, montrent que les gens adhèrent à cette notion de mérite et de méritocratie. Pour autant, un ensemble de travaux, que ce soit en économie ou dans toutes les sciences sociales, montre que la portée opérationnelle de ce concept de méritocratie est fortement réduite dès lors que les destins sont très déterminés par les circonstances individuelles des individus. On sait aussi, par exemple, que la chance joue un rôle qui est déterminant dans les trajectoires de vie, la réussite, le fait de trouver un employeur, une rencontre particulière qui va nous permettre de trouver un emploi qui va
déterminer l'ensemble de notre carrière. Un autre aspect auquel les économistes ont fortement contribué, c'est la compréhension des déterminants de ces inégalités éducatives, mais aussi la capacité à bien évaluer les effets des politiques qui peuvent être mises en place pour essayer de répondre à ces inégalités scolaires. Cette pratique s'appuie sur un intérêt particulier de l'économie à la question de la causalité. Si toutes les sciences sociales se sont intéressées à des questions d'évaluation des effets de politique publique, l'économie s'est spécialisée dans l'évaluation d'impact causal de différentes politiques. L'idée pour ces évaluations, c'est de déterminer quels sont ce qu'on appelle les outcomes, donc les résultats qu'on peut espérer à partir d'une politique, et de chercher à mesurer l'effet causal de la politique sur ces outcomes, ces dimensions sur lesquelles la politique est censée influer. On va utiliser pour ça ce qu'on appelle la variation aléatoire, avec l'exemple le plus abouti qui est de définir aléatoirement qui va bénéficier d'une politique et qui ne va pas en bénéficier. Et ensuite de comparer la performance scolaire notamment entre ces deux groupes. Ça a par exemple été fait aux États-Unis dans les années 80, dans l'état du Tennessee, avec le projet qui s'appelait STAR, qui avait pour objectif de tirer au sort des élèves qui allaient bénéficier de classes à taille réduite par rapport à des élèves qui étudiaient dans des classes de taille plus importante. Et on pouvait ainsi être capable de mesurer l'effet causal de la taille des classes sur la réussite scolaire. Les résultats principaux sont évidemment que c'est une politique qui coûte très cher, mais on sait qu'elle a porté ses fruits, qu'elle a permis d'améliorer les performances des élèves. Puisqu'elle coûte cher, souvent il est recommandé de cibler la réduction des tailles des classes sur les élèves les plus défavorisés. Ça permet à la fois d'élever leur niveau et de réduire les inégalités qui sont préexistantes. Une autre dimension qui a été étudiée est la ségrégation spatiale et scolaire, c'est-à-dire la séparation des lieux de vie et des lieux d'études entre différents groupes sociaux. On sait qu'étudier dans un milieu défavorisé est moins propice à la réussite scolaire, alors que la mixité sociale a pu montrer des effets bénéfiques pour les élèves en retard scolairement, mais n'a pas montré d'effets négatifs pour les élèves les plus avancés. Enfin, concluons avec un point sur la petite enfance. On a évoqué le fait que c'était une période critique dans la construction des inégalités. On sait que seulement 20% des enfants sont accueillis avant 3 ans dans de l'accueil collectif, et donc essentiellement en crèche, alors que plus de 60% d'entre eux sont gardés au sein de leur famille, ce qui participe à construire et à entériner ces inégalités assez tôt dans l'enfance. Et donc pour répondre à ces inégalités qui émergent tôt dans l'enfance, favoriser les échanges en collectivité et la scolarisation précoce des enfants, et notamment des enfants les plus défavorisés, doit pouvoir permettre de limiter ces écarts déjà très importants éducatifs qui émergent entre nous dès le plus jeune âge.